Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, une tentative de coup d'État intervenait au Bénin. Des mercenaires ont tenté de renverser feu général Mathieu Kérékou. La situation des personnes privées de la vue et de l'ouïe est au cœur d'une réflexion à Cotonou. L'objectif est de les aider à surmonter les barrières à leur épanouissement socio-économique. Les femmes sont peut-être les victimes de la faim, mais elles sont également la solution. Un accès sécurisé à la terre permettrait d'accroître de 20 à 30% la productivité. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, exactement 42 ans qu'une tentative de coup d'État intervenait au Bénin pour faire échec à la révolution de 1972. C'est l'un des événements majeurs qui ont marqué l'histoire du Bénin. Retour sur les faits marquants avec Patrick Djossou. Dimanche 16 janvier 1977. 7h-16, un avion DC-7 se pose à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport de Kadion à Cotonou, en République populaire du Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. 7h du matin, de l'avion au moteur encore vrombissant, débarquent êtres humains et caisses mystérieuses. Des caisses dont le contenu sera découvert après. Un armement de fort calibre et des documents fort calibrés. Les humains, ce sont des Africains et Européens, mercenaires armés jusqu'aux dents, musclés jusqu'aux gencives, drogués jusqu'aux mâchoires. Les premiers coups de feu retentissent, branle-bas de combat. L'opération Crevette vient ainsi d'amorcer sa phase très pratique. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission, éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. Chef de l'opération, Gilbert Bourgeot, Henri Thomas, Saïd Mustapha Madjou, Moganga. Une seule et même personne se cache derrière ces noms. Robert Denard, dit Bob. Un mercenaire français, impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, souvent au service de la France post-coloniale. La guerre, c'est la guerre. Si tu tues pas, t'es mort. Ce célèbre baroudeur lance son commando de mercenaires sur les points névralgiques du pouvoir en place. Le camp militaire Guézo, situé en pleine ville, le palais de la Marina, résidence présidentielle, et la télévision nationale, au siège collé à la nouvelle maison de la radiodiffusion. Mais l'ancienne maison était toujours opérationnelle. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tourné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Premier facteur d'échec de l'attaque, l'appel vibrant lancé à la voix de la Révolution par le grand camarade de lutte, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, président de la République, chef de l'État, chef du GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, qui a poussé à la riposte populaire. Deuxième vecteur de chute pour l'assaut, les civils armés de coupe-coupe, de machettes, de roues, de haches ou de pioches, sortis de leur maison pour tenir tête aux envahisseurs. Troisième tracteur de défaite des assaillants. En vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes, des soldats nord-coréens présents à Cotonou ont prêté main forte à l'armée béninoise, déterminée à en terminer avec les mercenaires qui se retrouvent en terre minée. Près de 3 heures de combat, 10 heures, Bob Denard lance un repli stratégique vers l'aéroport. Stratégie radieuse pour ses premiers soldats qui sautent dans l'avion aux hélices encore vrombissantes. Mais stratégie hideuse pour une dizaine de mercenaires blessés
abandonnés à leur sort. Le seul assaillant survivant, c'est lui, le Guinéen Ba Alpha Oumaro. Lorsque l'avion est parti, je suis allé me camoufler dans un buisson et j'avais sur moi mon fusil et des chargeurs. Et c'est là que je suis allé. Lorsque les hommes sont arrivés, j'ai levé tranquillement les bras et je me suis constitué prisonnier. Ils sont au nombre de 7. Ces Béninois victimes de l'agression temporaire. La place érigée en leur mémoire est baptisée Place des Martyrs, puis rebaptisée Place du Souvenir. Un souvenir livré aux intempéries. Et ça, c'est une autre histoire d'agression temporelle. Comment surmonter les barrières physiques, sociales et juridiques limitant l'inclusion sociale des personnes en déficience visuelle et auditive? C'est la raison de la tenue d'un atelier sur l'épanouissement socio-économique des personnes privées de la vue et de Louis Brice Chibozo, Clotaire Aoukoum pour les détails. La pleine participation des personnes handicapées à la vie socio-économique et politique a décliné en action, chronogramme à l'appui, c'est l'objectif de ce conclave entre acteurs de la déficience sensorielle de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les conditions de vie et d'emploi, l'épanouissement des personnes handicapées restent les préoccupations des associations et organismes des personnes en déficience visuelle et auditive des pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Nous nous retrouvons ici à Cotonou, une fois encore, pour la 3e fois, pour pouvoir définir les activités stratégiques à mettre en œuvre pour les 3 prochaines années en vue de l'intégration socio-professionnelle et éducative des personnes en situation du handicap visuel et auditif. Les lois que nous adoptons et la Convention relative aux droits des personnes handicapées notamment prévoient un certain nombre de mesures. On dit une mission, un homme, un moyen. Donc on ne peut pas recruter une personne handicapée ou bien la crainte de l'État, c'est surtout recruter la personne et qu'elle soit incompétente. Mais cette crainte, je crois qu'elle va très vite dissiper si l'État lui apporte les aménagements raisonnables que prévoit cette convention-là. C'est-à-dire, pour recruter une personne handicapée de la vue, à un poste, les aménagements raisonnables qu'exige ce poste-là, il faut lui apporter cet aménagement et je crois qu'il pourra être compétent à son poste. Donc, nous invitons l'État à pouvoir faire confiance à la compétence de ces personnes qui ont suivi le cursus et à pouvoir œuvrer inlassablement. Je sais et j'affirme que l'État est en train de faire des efforts en ce sens, mais nous invitons une fois encore l'État à pouvoir accélérer le processus pour que ces personnes soient socialement intégrées au grand bonheur de nous tous. Quels sont mes mots de cœur pour les personnes handicapées? Bon, d'abord qu'elles soient moins nombreuses, c'est-à-dire que le travail de prévention puisse s'effectuer le plus largement possible pour qu'on essaye d'éviter toutes les formes évitables de déficience visuelle. C'est déjà tout à fait central et important. Et ensuite, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a la compétence requise au Bénin pour pouvoir accompagner ces personnes. Il y a de plus en plus les outils qui sont requis également pour ça. Je pense qu'une attitude bienveillante des autorités permettra de conforter et de compléter ce dispositif pour permettre qu'à partir de là, les personnes puissent s'épanouir ici comme ailleurs, malgré leur déficience sensorielle. La justice sociale, l'égalité des droits humains et l'inclusion sociale des personnes privées des organes de la vue et de l'ouïe est à travers un plan triennal avec l'appui de la mutualité française Anjou-Mayenne. Selon l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, un accès sécurisé à la terre et une autonomisation des femmes rurales permettraient d'accroître de 20 à 30% la productivité. Il se pose alors la question de l'accès des femmes à la terre pour l'éradication de la faim. Comment atteindre la faim zéro? C'est une question traitée par Ulvaeus Balo. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Faim zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations.
Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers. Ceux qui n'ont pas la terre pour produire aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50%. De la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'année 2019 s'annonce faste pour la finance islamique. Cette finance, considérée comme étant éthique, devrait peser 1250 milliards de francs CFA à l'échelle mondiale à la fin de 2019. Selon le directeur général du Centre islamique Al-Ouda, l'année 2018 n'a pas été un bon millésime pour la finance islamique en raison notamment de la pression persistante sur les prix des pétroles de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais pour l'année 2019, la croissance de la finance islamique sera principalement tirée par les pays qui viennent juste de l'adopter en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, ainsi que par les pays de l'Asie centrale. 30 milliards de francs CFA par an pour financer les projets des femmes et des jeunes sénégalais. C'est le montant à débourser par le gouvernement sénégalais dans la région de Thiès. 2 milliards 450 millions ont été octroyés à des porteurs de projets pour leur autonomisation. Reportage. Présentation dès les premières heures de l'après-midi, la place Mamadou Dia de Thiès grouille de monde. Ils sont venus de tous les départements pour assister à cette cérémonie. Hors du jour, remise de financement aux femmes et aux jeunes porteurs de projets. Le chef de l'État a décidé en 2018, de manière exceptionnelle, d'octroyer une enveloppe de 30 milliards de francs CFA par an pour les femmes et les jeunes. C'est quelque chose qui est inédit. Ça confirme la vision, la générosité et aussi l'empathie du chef de l'État, le président Macky Sall, pour accompagner ces femmes et ces jeunes sur l'ensemble du territoire national. Selon la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, plus de 50 000 projets ont été financés dans la capitale du Rail.
1 975 000. J'ai un projet de multiservice avec un financement d'1 975 000 francs. Je compte collaborer avec d'autres personnes. Pour ñu jàppale ma ci projet multiservice. ci wàllu mbay laa yëngatoo mbayum dër maanaam mbayu maraîcher. J'ai un projet de maraîchage et je suis vraiment content de recevoir un financement de 3 millions de francs CFA. 3 millions francs CFA. L'autonomisation des femmes et des jeunes, le seul objectif des financements. Et pour toucher le maximum de cibles du côté des femmes, l'ADER travaille en collaboration avec le ministère de la Femme. En mettant en place ce cadre de collaboration, le ministère en charge de la femme et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide ont décidé de renforcer leur coopération et de développer des synergies dans leurs contributions respectives et à la matérialisation de la volonté du chef de l'État d'élargir les opportunités d'inclusion sociale et financière des groupes vulnérables. Devant l'assistance, le délégué général est revenu sur l'enveloppe accordée à la région de Thiès ainsi que la transparence qui gouverne le processus de financement. Une enveloppe globale de 2 450 millions de francs CFA pour la région de Thiès. On a une enveloppe globale de 574 millions pour l'enveloppe autonomisation et cela concerne environ 2115 bénéficiaires. Pour le département de Mbour, nous avons 542 millions 264 461 francs CFA. Le département de Tivaouane, nous avons une enveloppe de 427 861 0 francs. D'autres projets ont été annoncés pour l'occasion. Ils sont relatifs au renouvellement du parc des camions frigorifiques, mais aussi des tricycles en lien et place des motos Jakarta. Et pour finir en beauté la cérémonie, une remise symbolique de financement a été faite. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.